Bonjour à tous, on va démarrer pour ne pas être trop en retard sur l'agenda. Donc merci à tous d'être venus. Il y a encore quelques sièges disponibles, donc on verra si la salle est complète. Donc je rappelle juste, il y a 5 minutes, on va dire une petite présentation de 5 minutes pour vous rappeler qui on est et en plus qu'on a besoin de vous. Pour remercier aussi les sponsors qui font qu'on peut réussir à exister. Donc le Hug France, on a des meet-up orientés Spark et des meet-up orientés Hadoop en général, sur l'écosystème Hadoop. On a un handle Twitter qui est Hug France. Vous avez un hashtag qui est HugFR, donc vous pouvez les utiliser ce soir. Il n'y a pas de Wi-Fi, on va dire de Wi-Fi ouvert. Donc si vous avez de la 3G, de la 4G, enfin si vous avez un mobile, ça va pouvoir marcher. Et aujourd'hui, on peut faire cet événement grâce à AXA, qui est vraiment notre sponsor principal, qui nous permet de nous prêter cet amphithéâtre avec 270 places. Et après, on aura un apéro au-dessus dans la cour. Et on a également Ipon Technologies qui met en place la captation vidéo. Donc vous aurez à la fois les slides et la vidéo disponibles à la suite du meet-up. Donc je vais laisser la parole à Eric donc de AXA pour nous dire un petit mot sur AXA. Merci Cédric. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Au fond, vous m'entendez ? Merci. Donc, quand je préparais juste cette très courte introduction là, je me disais que vous avez de la chance parce que je me mettais à un âge un peu plus jeune, donc il y a à peu près 20 ans. Et à l'époque, je faisais, comme pas mal de monde, du calcul distribué en échangeant des messages avec ce qui s'appelle toujours d'ailleurs MPI, Message Passing Interface. Je faisais de la physique. Alors, en physique, c'était en plus assez terrible, beaucoup de parallélisme embarrassant, des calculs finalement assez basiques en quelque sorte, mais où on pouvait malgré tout utiliser donc, des ordinateurs parallèles avec ces techniques qui étaient pénibles. En plus, c'était en Fortran, donc c'était pour abîmer les choses. Et donc, finalement, je pense à cette époque, c'était il y a 20 ans dans mon cas, un peu comme au début de l'électricité. Au début de l'électricité, alors c'était peut-être à la fin du 19e siècle, quelque chose comme ça, on ne se branchait pas comme maintenant sur une prise au mur et puis on avait l'électricité dont on avait besoin. Ça, c'était quand les choses marchaient bien, mais régulièrement dans les grandes entreprises, les entreprises qui avaient besoin d'électricité, l'électricité tombait. Alors elles avaient un générateur. C'était pas entièrement pratique. Quand on faisait pareil du Message Passing Interface, c'était pénible. Il y avait toujours des problèmes. Et c'était comme au début de l'électricité, c'est-à-dire le calcul distribué n'était pas ce que les Américains, ou ce qu'en anglais on appelle une commodity. C'était pas quelque chose, voilà, on se branche et puis ça marche. C'était assez pénible. Pareil, on a eu la bulle des dot-com dans la fin des années 90. Je pense qu'il y avait le web avait démarré sur la première moitié des années 90, mais était encore assez jeune et il n'y avait pas encore toutes les technologies qu'on a maintenant. Je pense à Angular, peut-être React, des choses comme ça, pour vraiment, de façon plus sympathique, créer des outils performants. Et donc, quand je préparais ça, je me disais qu'on a de la chance à notre époque, parce que le calcul distribué, je considère qu'il commence à arriver dans une période où il commence à être suffisamment pratique, pas exactement encore comme on ne fait pas du calcul distribué comme on branche son iPhone pour le recharger, mais ça arrive, c'est-à-dire que le langage, surtout quand on le fait en Python par exemple, ça reste simple. L'interface de PySpark, toute l'API reste simple, je trouve. Et là, je commence à sentir vraiment une sorte de maturité que je trouve extraordinaire. C'est une époque extraordinaire, je trouve. Alors, un petit mot sur AXA, parce que le lien entre l'assurance et puis le calcul distribué n'est pas forcément évident. La raison pour laquelle AXA sponsorise cet événement, c'est que le big data et les analyses modernes, les analyses de données poussées, sont soutenues au niveau le plus haut, jusqu'à notre PDG et par notre PDG Henri de Castres. Et même si l'utilité du big data et des analyses de grosses sources de données paraît être une évidence, ce n'est pas forcément dans les priorités stratégiques de tous les groupes d'assurance.
mais ça l'est pour AXA. Et donc, c'est très important. Et du coup, AXA a décidé de créer un laboratoire spécifique, le Data Innovation Lab, il y a 2 ans, pour un peu pousser et entraîner et aider, contribuer avec tout le reste du groupe à pousser le big data et les analyses avancées des données. Donc avec Spark en particulier. Et donc au-delà de ça aussi, il y a des tas d'équipes locales en France et dans le monde qui se développent pour faire de la data science avancée, pour développer des data lakes, des clusters Hadoop, etc. Voilà. Et donc, pour revenir un peu à l'histoire, il y a une vingtaine d'années, le web venait de naître. Et là encore, je trouve qu'on vit une époque extraordinaire. À l'époque, même avec le web, il a fallu attendre longtemps pour qu'on voit des sites comme Meetup qui arrivent. Et c'est grâce à des sites comme ça qu'on peut, comme ce soir, apprendre, échanger. Et c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment il y a 20 ans. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, je suis ravi que vous soyez ici et que vous participiez à cet événement. Voilà, merci. Merci Eric. Alors pour ce soir, on va avoir 4 présentations très intéressantes. La première par Alexis de Hippon qui va parler du record linkage et en plus dans le cas de données anonymisées. Donc on va voir comment le machine learning va permettre de l'aider. On va parler SparkML, on va parler DataFrame par SQL dans le cadre de ce talk. Après, on aura Jonathan qui va parler d'un retour d'expérience, d'une mise en pratique de plusieurs technologies ensemble qu'on a l'habitude d'aborder dans le cadre de ces meet-ups, donc Hadoop, Spark et Elasticsearch. Ensuite, on va avoir Dwight de DataStax qui va parler de Apache Uplink, qui est un notebook pour ceux qui connaissent Jupyter par exemple ou IPython, c'est on va dire un concurrent, une alternative chez Apache. Donc là on va avoir normalement même des démos avec comment à partir de ce notebook on arrive à accéder à du Spark, à du Hadoop, à du Cassandra, etc. Et la dernière présentation, ça parlera de Flink, donc qui peut être aussi une alternative à différentes technos dont on parle au sein de nos meet-up. Et donc, ça sera assez intéressant de voir un petit peu comment on peut démarrer avec cette technologie. Et ma dernière slide, elle est juste un appel, on va dire, pour dire qu'on a constamment besoin de speakers, de personnes qui veulent partager leur expérience, que ce soit autour de Spark ou autour de l'écosystème Hadoop. On a besoin aussi de grandes salles, comme c'est le cas aujourd'hui. On refuse constamment du monde dans tous nos meet-ups parce qu'on n'arrive pas à avoir des salles assez grandes. Donc si vous connaissez des entreprises ou qui veulent sponsoriser pour qu'on loue des salles ou qui ont des salles qui peuvent mettre à disposition, ça nous intéresse fortement. Donc là, on en appelle à vous. Et on va pouvoir donc commencer avec Alexis. Bonsoir à tous. Je m'appelle Alexis Seignerin, je représente Hippon Technologies et je travaille au Data Innovation Lab avec Pascal MKL qui est ici. Et donc je vais vous parler d'un projet de ce qu'on appelle du record linkage qui a été fait donc en Spark. On va voir ce que c'est tout de suite. 2 mots sur moi, je suis développeur depuis une quinzaine d'années avec un fort focus sur la data. Et aujourd'hui, les sujets qui m'intéressent le plus, c'est Spark, et puis aussi la dimension data science avec le machine learning notamment. Et puis, dans l'écosystème big data, du coup, Cassandra m'intéresse pas mal. Je suis formateur chez Hippon sur Spark aussi. Et vous avez mon Twitter qui est juste là, si jamais vous avez des questions. Après, je publie régulièrement sur Spark. Et donc, je travaille au deal. Tu veux dire quelques mots, Pascal, sur le deal ? Donc, bonsoir tout le monde. Je vais juste prendre quelques minutes du temps d'Alexis pour vous parler un peu du deal. Donc, mon collègue Eric a déjà fait l'introduction. Donc, moi, je travaille chez AXA Group Solutions au Data Innovation Lab et je suis responsable de l'équipe Data Engineer dans laquelle travaille Alexis. Donc, comme Eric a dit, le Data Innovation Lab, il est né
en janvier 2014 d'ailleurs, donc il y a 2 ans, en fait, avec un ultime objectif qui est la transformation d'AXA vers une société data-driven. Donc aujourd'hui, en fait, si on représente le deal avec des chiffres, comment on le voit, c'est 3 plateformes Big Data dans 3 endroits différents au monde, donc à Paris pour la partie Europe, en Asie et aux États-Unis. Et comme il y a 3 grandes plateformes, donc du coup derrière, il y a également 3 équipes deal, une équipe à Paris, donc on est à Suresnes, et 2 autres équipes qui sont en cours également en Asie et aux États-Unis pour être le plus proche possible des entités AXA et également de la partie technique, donc la partie plateforme. Voilà. Donc les 3 grands axes du Data Innovation Lab, ou 3 grands objectifs. Le premier, en fait, c'est aider les entités AXA à se transformer et d'aller plus vers la data. Donc c'est la partie qu'on voit sur le schéma, le Supporting AXA Entities. Après, il y a également toute la partie exploration de la donnée. Donc en fait, on travaille pas mal, comme on est un lab, on travaille pas mal en mode POC, en mode exploratoire, en mode expérimental. Donc également avec les entités, parce qu'aujourd'hui, une entité qui vient, qui a un besoin, au début, le besoin n'est pas forcément mature, ou ils savent pas trop où ils veulent aller. Donc on commence toujours par une phase exploratoire. Donc aujourd'hui, les équipes deal, ils sont là pour aider les entités à travailler dans ce mode-là. Donc on assure une certaine expertise dans ce domaine. Et le troisième axe, forcément, tout ça n'est pas faisable sans la partie technique, sans la partie plateforme. Donc également, nos architectes, ils sont là pour monter toute cette infrastructure avec les entités AXA correspondants. Voilà. Donc en 2 mots, c'est ça le deal. Et juste pour finir, comme on est en pleine expansion, en pleine transformation, donc le deal a besoin également de vous, donc n'hésitez pas. Merci. Donc le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un projet de ce qu'on appelle du record linkage. L'idée, c'est on a un jeu de données qui représente des clients d'un côté, et puis un autre jeu de données, et on cherche à savoir qui dans le jeu A correspond à quel record dans le jeu B. Le use case direct, c'est AXA, c'est de l'assurance, et donc notamment Direct Assurance, qui est une filiale d'AXA. Il y a des personnes qui souscrivent un contrat d'assurance et peut-être qui sont venus par un comparateur d'assurance. Ça peut être les Furets, le Lynx, Assurland. Et Direct Assurance doit reverser une commission au comparateur d'assurance pour les apports d'affaires. Le problème, c'est qu'on ne sait pas identifier très clairement quand quelqu'un arrive par un comparateur. Il peut abandonner son devis à un moment donné et puis revenir 15 jours plus tard directement sur le site Direct Assurance, faire un nouveau devis et souscrire un contrat. Et il n'y a plus de lien avec l'action, enfin avec l'origine qui est le comparateur d'assurance. Pour autant, la commission est quand même due. Donc on se doit de remettre les 2 records en relation. Donc vous, il y a 15 jours, quand vous étiez sur le comparateur d'assurance, et vous, maintenant, quand vous avez souscrit votre assurance. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle du record linkage. Ça a plein d'autres noms, comme il y a écrit à droite, entity resolution, deduplication. C'est ce qui fait que c'est assez compliqué de trouver des ressources sur Internet parce qu'on ne sait jamais quels mots les gens ont tapé quand ils ont écrit un sujet. Il y a un autre cas, en fait, avec le même engine, on peut faire ça, lier des records d'un jeu A et d'un jeu B, ou alors trouver dans un jeu unique, trouver des doublons. Voilà, donc ça c'est aussi beaucoup utilisé chez AXA. Alors, un peu plus concrètement, ça c'est un exemple de jeu de données qu'on a. Ça représente des personnes qui ont souscrit un contrat d'assurance auto. Et donc on voit qu'il y a une colonne qui représente un véhicule. C'est un type de véhicule, c'est pas une plaque d'immatriculation. On a un code postal, on a une date de naissance, une date de permis, probablement un coefficient de bonus-malus, quelque chose comme ça, et puis une formule.
Et on voit là, j'ai mis deux records en rouge qui se ressemblent pas mal. C'est le même code véhicule, c'est le même code postal. La date de naissance n'est pas tout à fait identique. Le permis, c'est la même date. Le bonus, c'est pas tout à fait le même. Et puis la formule est différente. Donc il y a deux choses là-dedans. Déjà, c'est des données anonymisées. Il n'y a pas de nom, de prénom, d'adresse, de numéro de téléphone. Il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Donc il n'y a pas de données fortes pour dire avec certitude cette personne-là, c'est la même de l'autre côté. Et la raison pour ça, c'est que les furets, par exemple, ou Assureland, ils veulent surtout pas donner les données nominatives, parce que sinon, Direct Assurance appelle tout le monde et puis prend des clients comme ça. Donc, données anonymisées, c'est un problème. Et puis, quand vous allez sur un comparateur d'assurance, vous mettez souvent pas des données complètement exactes, parce que quand vous allez donner la date de votre permis, bon, en gros, vous donnez le mois et l'année. Et le jour, vous ne faites pas attention parce que ce n'est pas très important. Et puis, c'est uniquement quand vous souscrirez votre contrat d'assurance que vous mettrez la date exacte, parce que là, vous aurez le papier de votre permis de conduire sous la main. Donc, ça fait deux difficultés, l'anonymisation et le fait que les valeurs ne soient pas complètement justes, qui font que c'est compliqué de trouver des doublons. Donc, on a un algo en 3 étapes. Une première étape de pré-processing dans laquelle on va chercher à trouver des potentiels doublons. Donc des données qui sont suffisamment proches pour qu'on puisse se dire « Ah, ça, cette ligne-là qui représente un client, elle est à peu près ressemblante à une autre ligne. » Et puis on va faire ce qu'on appelle du feature engineering. Donc là, c'est pour anticiper la partie machine learning. La deuxième étape, ça sera de proposer à un humain un sample des données pour qu'il dise pour chacun des potentiels doublons si c'est un vrai doublon ou non. Et puis après, on fera passer un algo de machine learning. Donc on va passer en revue ces 3 étapes-là en détail. Alors on avait fait un proto. Enfin, il y a un proto qui avait été fait par un data scientist. C'était un proto qui était fait en Spark, en Scala, mais avec beaucoup de SQL, du Spark SQL à foison. C'était du Spark 1.2 d'ailleurs. On verra que ça pose pas mal de problèmes de maintenance. Et surtout, ce code, il n'était pas versionné, il n'était absolument pas testé, et il n'était pas architecturé non plus. Donc c'est des problèmes qui font que ce code, il n'était pas prêt pour la production du tout. Et donc mon but, c'était de l'industrialiser. Donc ça, c'était pour la partie pré-processing, la partie Spark, et la partie machine learning était en Python, en scikit-learn. Voilà, donc j'ai bossé avec un data scientist sur ce projet-là pour industrialiser et être sûr que on avait quelque chose qui fonctionnait de la même manière après industrialisation qu'avant. Alors la partie pré-processing, pour commencer, déjà ce qui n'est pas dans ce slide, c'est que ce qu'on a fait, vu que c'est le même engine qui sert à faire de la déduplication et du record linkage, c'est on prend le fichier des prospects, donc ce qui arrive par les comparateurs d'assurance, on prend le fichier des clients, ceux qui ont réellement souscrit, et on en fait un fichier unique, parce qu'il y a les mêmes colonnes des deux côtés, donc on met tout ça ensemble, et on obtient un fichier CSV. Donc là, j'ai pris un fichier d'exemple qui nous sert dans les tests unitaires. C'est un fichier CSV, tout simple, et ce qu'on fait, c'est qu'on constitue un schéma, qui est un fichier JSON pour nous, qui va décrire quelles sont les colonnes de ce fichier et un peu plus. Donc ça dit sémantiquement ce que sont les colonnes et comment va devoir se faire le processing de la donnée. Donc là, on dit qu'il y a une colonne de champ, il y a une colonne qui a un ID qui est de type string. Ensuite, on dit qu'il y a une colonne name qui est aussi de type string sur laquelle on va faire une jointure, qui va nous servir pour la jointure. Et puis on dit quel cleaning appliquer, quel algo de distance utiliser, et des choses comme ça. Donc ce qui sert pour toute la partie processing. Ce qu'on fait pour charger le fichier CSV, c'est qu'on utilise Spark CSV. C'est un module que j'aime assez, il est fait par Databricks. Il sert à charger un fichier CSV en data frame directement, donc c'est hyper pratique. Néanmoins, l'inférence de type qui permet de automatiquement pour le module de détecter quel est le type des colonnes, ça marche assez moyennement, notamment pour les dates, on ne peut pas indiquer de format de date. Donc nous, on a décidé de ne pas du tout utiliser l'inférence de type. Donc on parse toutes les colonnes à la main. Donc les nombres, les booléens,
s'il y en a. C'est surtout des nombres et des dates en fait. On les parse à la main. Voilà, donc là on voit bien qu'on a des dates qui sont pas homogènes. On a deux formats de dates. Donc la première étape du pré-processing après le chargement, c'est qu'on fait un peu de nettoyage. Déjà on parse les dates, on voit on a remplacé par un nul à la fin, et puis là c'est les vraies dates qui sont parsées. Et puis on enlève toutes les majuscules, tous les accents dans les chaînes de caractères. Ça va nous servir à faire une jointure pour trouver plus facilement les doublons. Parce qu'en fait, toutes les majuscules, les accents, ça ne sert pas trop. Donc voilà, là on avait juste avant José avec un accent, on va l'enlever. Ensuite, on va commencer à calculer quelques features. Elles ne sont pas numériques, mais par exemple, les chaînes de caractères, on va les transformer en phonétique. Là, c'est la colonne nom qu'on a transformée en phonétique. On utilise l'algo de Bieder-Morse qui permet d'obtenir plusieurs représentations phonétiques de chaque mot. Donc là, le mot Tyler, enfin le prénom, on voit que il n'est pas orthographié de la même manière à gauche, une fois avec un Y, une fois avec un I. Et à droite, pour autant, on a une même représentation phonétique de ce mot-là. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va réussir à matcher que deux orthographes différentes du même mot, en fait, ça représente la même sonorité. Et ensuite, on va faire une jointure de la table sur elle-même. Je reviendrai un peu dessus tout à l'heure. L'idée, c'est de trouver des potentiels doublons. Donc on avait 4 records, enfin on en avait même 5 juste avant. Si on les reprend, on avait 2 fois José Lester, là, ils se ressemblent fort ces 2 records. Et puis les 2 suivants, les Tyler Hunt, aussi ils se ressemblent beaucoup. Par contre, Patrick Andrews, là, il ressemble à aucun autre. Donc la jointure, elle va servir à matcher les records 2 à 2. Donc là, le record d'ID 10 et celui d'ID 11, on les met ensemble. Et pareil pour le 12 et le 13. Donc on va avoir les 2 séries de colonnes qui vont être côte à côte. Et ça va nous permettre de calculer des distances entre les champs. Donc on va calculer des égalités déjà. Donc là on a une colonne equality sur le nom. On doit avoir la même chose sur le prénom. Sound-like, c'est l'égalité d'une des prononciations phonétiques des noms. Et puis sur les dates, on peut calculer la différence entre 2 dates. Donc là, on a une distance de 13. Voilà. Donc sur plein de champs comme ça, on va calculer 2 à 2 des distances, des proximités. Ce qui veut dire que si les distances sont faibles, les records en fait sont très très proches. Ils sont quasiment égaux. Et ensuite, on arrive à la dernière partie du pré-processing qui consiste à mettre les features dans des vecteurs. Ça, c'est pour le machine learning. Quand on fait du machine learning, il faut des données numériques. Et avec SparkML en l'occurrence, il faut que les données, donc nos colonnes de features, elles soient regroupées dans un vecteur. Donc là, c'est ce qu'on fait, mais il y a une petite spécificité à cet algo-là, c'est qu'on crée 2 vecteurs, un de distance et un avec les autres features. Ça, c'est parce que pendant l'étape de labeling, on a besoin de distinguer, on va filtrer en fait les records qui ont une certaine distance. Et donc, quand on crée ces 2 vecteurs de features, on va standardiser les distances. Donc tout à l'heure, on avait une distance de 13 entre 2 records. En fait, on va standardiser toutes ces distances entre 0 et 1. Comme ça, les algos de machine learning, ils marchent mieux. Donc voilà, ça c'est la table après pré-processing dans laquelle on a trouvé des potentiels doublons. On n'est pas encore sûr que ça soit des vrais doublons. Alors là, ils sont très très proches parce que c'est des données de test. Mais il faut imaginer que dans la vraie vie, on a pas mal de cas d'erreur. Alors déjà, sur la partie pré-processing, ce qu'on a dû faire, c'est réécrire tout le code SQL en data frame, donc dans le DSL des data frames. La problématique avec le SQL, c'est que en fait, notre engine, il est pas fixe. On peut lui donner n'importe quel type de données avec des colonnes qui ne sont pas connues à l'avance. Donc on est obligé de générer des requêtes SQL. Ça fait du code qui est un peu comme ça, où on a un select ici, un from là, et puis en fait le cœur du select, il est généré au-dessus à partir de champs, et ça fait des choses qui ne sont pas très lisibles. Tout ça pour que finalement Spark SQL
reparse notre requête. Et un des problèmes aussi, c'est qu'on a des UDF, des User Defined Functions, qui vont calculer par exemple la distance entre deux dates. On est obligé de leur mettre des alias pour qu'on puisse les appeler dans les requêtes SQL. Donc ça fait une indirection et ça fait que en fait, le compilateur il fait rien si ce n'est nous faire un bout de code qui va générer une requête SQL, et puis c'est au runtime que notre requête elle va réellement être utilisée. Donc c'est pas très safe. Donc on a réécrit ça en data frame en utilisant les primitives des data frames, donc with column, drop, with column renamed, et il y en a plein d'autres. Le code n'est pas nécessairement beaucoup plus simple parce qu'on est obligé de faire des folds, donc il faut être un peu à l'aise avec les opérations de fold sur les collections en Scala. Néanmoins, le boulot qui est fait est déporté côté compilateur. C'est-à-dire que là, on manipule vraiment une collection et puis c'est du code qui est syntaxiquement valide et il ne sera pas parsé par Spark. Donc là, on a beaucoup d'assurance que ça va mieux marcher. Puis là, d'ailleurs, on a une UDF qui est appelée ici. On le voit beaucoup plus clairement. On a de l'aide, disons, par l'IDE parce qu'on peut suivre quand une UDF est appelée. Alors, pour vérifier que notre écriture, elle marchait bien, on a enveloppé toutes les opérations dans des tests unitaires. C'est-à-dire que là, j'ai dû présenter 5 opérations. En réalité, il y en a 5. Dans la partie pré-processing, il y en a 7 dans la partie pré-processing. Et donc, toutes, elles sont lourdement testées unitairement. On utilise Scala Test parce qu'on fait du Spark en Scala. Et pour voir si on teste bien tout notre code de pré-processing Spark, on utilise sCoverage qui fait du code coverage. Donc on vérifie qu'on passe dans tous les bouts de code. Un des inconvénients, un des défauts, c'est qu'il n'y a pas de framework de test unitaire qui permet de comparer des data frames Spark. En réalité, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'un data frame, c'est un ensemble d'objets raw qui représentent tous les records. Donc si on fait collect, si on appelle collect sur un data frame, on récupère une liste de raw et on peut très bien les comparer, ces objets raw, avec des objets à nous. Donc c'est ce qu'on a fait. Tous nos tests unitaires, ils ressemblent à ça, c'est-à-dire qu'on a un fichier CSV qu'on lit. Ici, on a mis plein d'erreurs dedans pour voir ce qu'on cherche à tester, c'est la partie cleaning. Et simplement, on applique le processing, donc une étape de processing de notre pipeline, on l'applique à ces données-là. Donc là, on a 3 records, et puis on vérifie, après avoir fait le collect, on vérifie que la liste d'objets raw qui viennent du data frame, c'est la même que celle qu'on a écrite ici. Donc là, on a 3 objets qu'on a écrits à la main, et ça, c'est du Scala test. En fait, on dit res should contain the same element as expected. Donc il va vérifier que les records sont bien les mêmes des deux côtés, quel que soit l'ordre. Donc c'est très très pratique en fait. Et voilà, on essaye d'isoler aussi. Là, on vérifie les opérations de cleaning sur les champs de texte et puis à côté, les opérations de cleaning sur les champs de date. Donc vraiment, on a tout découpé et on a tout testé. Donc ça permet de s'assurer que la réécriture de SQL vers DataFrame, elle n'a rien cassé. Alors j'ai parlé de la jointure tout à l'heure, l'auto-jointure. Je vais revenir dessus. Donc ce qu'on avait dit, c'est qu'on avait les prospects d'un côté, les gens qui viennent des comparateurs d'assurance, et on a les nouveaux clients, ceux qui ont souscrit. On les a mis ensemble dans un fichier unique, et ensuite on cherche en fait les doublons dans ce fichier unique. Ça permet de faire à la fois du record linkage, c'est-à-dire qu'on cherche à matcher les records de la table initiale à gauche et la table initiale à droite, mais on peut aussi trouver des doublons dans une table unique. Donc ça, c'est intéressant. On va avoir besoin d'un seul engine pour faire les deux. Et on va aussi pouvoir trouver des doublons. Là, on a 2 prospects qui étaient identiques, en fait. Donc, on va pouvoir l'identifier. Le problème là-dedans, c'est comment on fait la jointure d'une table qui fait 1 million de records. 1 million, c'est relativement petit en fait, ça tient assez bien en mémoire, mais on a vu que les données elles sont pas très bonnes, on a des différences entre les valeurs qui sont indiquées, et si on veut faire une jointure
En dur, on va exclure beaucoup de résultats. Et si on fait une jointure qui est très large, on va faire un produit cartésien. Et 1 million fois 1 million, ça fait 1000 milliards. Et 1000 milliards de records, c'est vraiment beaucoup trop. Donc ça monte, c'est quadratique. Et donc il a fallu qu'on trouve une condition de jointure qui soit adéquate. Donc là, nous, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui, en gros, multiplie par 30 le volume de données, c'est-à-dire que pour un record, on trouve 30 potentiels doublons. Donc ça nous fait 30 millions de records, et là, ça, c'est beaucoup plus envisageable. Mais c'est vraiment cette opération-là qui est coûteuse en Spark, et c'est pour ça que Spark est intéressant. On fait tourner ça sur le cluster, ça va relativement vite. Ça tourne un peu plus difficilement sur une workstation. Ce qu'on a fait pour la condition de jointure, c'est que on a décidé de prendre 2 champs qui sont identiques ou proches. Donc on prend tous les couples de 2 champs. Dans cet exemple-là, on a 3 champs, name, surname et birthdate. Donc ce qu'on fait, c'est on prend tous les records qui ont à la fois le name et le surname qui est identique. Après, on prend à la fois les records qui ont le name et le birthdate identiques. Et la dernière opération, on prend ceux qui ont le surname et le birthdate identiques. Donc ça nous fait 3 nouveaux data frames dans lesquels on a des potentiels doublons. Et on fait l'union, c'est-à-dire qu'on les met ensemble tout simplement. Et on dit, tout ça, c'est plein de potentiels doublons. Voilà, donc là, on multiplie par 30 le nombre de records. Je vais en venir maintenant à une extension qu'on a dû faire à Spark. Vous avez vu qu'on a calculé des distances. En fait, à chaque opération de processing, on rajoute plein de colonnes. On fait que ça. Le problème, c'est de savoir quel est le type de la colonne, qu'est-ce que représente une colonne de bout en bout de la chaîne. Donc on a des colonnes de données, là comme on a à gauche, il y a les ID, name, surname, birthdate. On a des distances tout à droite, des distances entre des dates, et puis d'autres features qui ne sont pas des distances. Et on a vu notamment qu'on voulait les mettre dans 2 vecteurs de features. Et donc il faut qu'on sache identifier quelle colonne on va mettre dans les vecteurs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une surcouche au data frame, qui ici s'appelle tout simplement data frame ext. C'est un data frame et des colonnes en plus sur lesquelles on a un type. Donc on a une enum qui n'est pas indiquée là, mais qui indique le type de chaque colonne. L'idée derrière ça, ça a été d'être assez transparent, plutôt que de maintenir un data frame sur lequel on fait des with columns, des drops, des choses comme ça, et à côté de maintenir une liste de colonnes avec leur type. On a toujours le problème d'avoir une incohérence à un moment, notamment parce qu'on a des folds et tout ça. On est obligé d'itérer sur les colonnes de manière un peu particulière. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un wrapper sur le data frame qui a les mêmes méthodes que le data frame lui-même. Donc on a drop, on a withColumn et tout ça. Toutes les méthodes ont la même API que celle du data frame, sauf celle qui rajoute des colonnes. Et en l'occurrence, le withColumn, quand on rajoute une colonne, on est obligé d'indiquer le type de la nouvelle colonne. Et donc comme ça, de bout en bout, en fait, on va savoir, surtout en fin de chaîne, on va savoir quel est le type de chaque colonne, quelle est sa source, son origine. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous a permis de, à la fin, vectoriser correctement les données avant la partie machine learning. Donc on en arrive à... tout à l'heure, on avait, si je reviens rapidement, on avait... C'est un peu loin. Voilà, on avait cette table-là de données qu'on a stockée, on l'a stockée en Parquet, parce que Parquet, c'est un format qui est assez intéressant. C'est compact, dans lequel on a des potentiels doublons. Tous les champs qui sont en 1 et en 2, là, on cherche à savoir si ça représente le même individu. Donc on veut faire du machine learning en supervisé, c'est-à-dire qu'on veut avoir une colonne de label qui dit oui ou non. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un sample de la donnée. Donc, pour rappel, on a 30 millions de records. Et on va en présenter 1000 ou 10 000 à un vrai humain. Et on va lui demander, est-ce que ces 2 records-là, ils sont identiques ou pas? Est-ce qu'ils représentent le même individu? Donc il va dire oui ou non. Et après, on lui passe 2 nouveaux records, et ainsi de suite, jusqu'à en avoir eu 1000 ou 10 000. Donc ça prend en gros 1 heure de mettre les labels sur 1000 records.
Donc c'est un bête programme qui en console affiche 2 records. Donc là on en a 2. Et puis ce qu'on voit d'entouré, c'est est-ce que c'est un doublon? Oui, non. Donc là il dit oui au premier, il dit non au deuxième. Parce que là il a vu qu'il y avait des différences qui lui plaisaient pas. Donc il se dit non, c'est pas la même vraie personne. Voilà, donc ça après on va le sauver. On va garder ces 1000 ou 10 000 records sur lesquels on a dit oui ou non. Encore une fois en fichier parquet, et ça va nous servir de jeu d'entraînement pour le machine learning. Donc l'idée du machine learning, c'est on entraîne l'algo sur le jeu sur lequel l'humain a dit oui ou non, et on fait des prédictions sur les 30 millions de records qui restent, enfin 30 millions moins 1000 ou 10 000. On a utilisé Random Forest, mais Gradient Boosting Trees a aussi de très bons résultats pour ça. Voilà, donc c'est du bête machine learning très simple. On n'a pas cherché à beaucoup l'optimiser, parce que vraiment la partie compliquée, en fait, c'est la partie pré-processing qu'on a vu avant. Donc on prend, là, si on prend les 1000 records que l'utilisateur a labellisés à la main, on prend pour l'entraînement 800 records et un jeu de test pour vérifier la qualité des prédictions avec 200 records dedans. Et ce qu'on a fait, ça, cette fois-ci, c'est avec des vraies données, pas avec des données de test. Donc avec les vraies données, sur les 200 records où on avait, je ne sais pas où c'est écrit, en fait, on a obtenu 53 vrais positifs. Donc ça, c'est quand l'humain avait dit c'est un doublon, la machine a dit c'est aussi un doublon. On a eu 126 vrais négatifs. Donc la machine a dit c'est pas un doublon, et l'humain avait aussi dit c'est pas un doublon. Donc ça, c'est des bons résultats en fait. 53 et 126, et la machine a dit la même chose que l'humain. Et puis après, on a les erreurs, les faux positifs. Il y en a 2. C'est l'humain avait dit ça, c'est pas des doublons, et l'algo de machine learning a dit c'est un doublon. Et les faux négatifs, c'est l'inverse. C'est l'humain avait dit c'est un doublon, et la machine a dit c'est pas un doublon. Je me suis peut-être trompé dans un des 4. Donc au final, la manière en data science, quand on veut estimer la précision d'un modèle qui prédit des vrais ou des faux, on regarde le precision and recall qui permet de dire la sensibilité à trouver les positifs et est-ce qu'on va effectivement détecter les positifs et est-ce qu'on va les détecter bien, et la précision elle est de 93% et le recall est de 91%, donc c'est des bonnes valeurs. Et puis là j'ai mis la courbe de ROC, c'est-à-dire que ça permet de voir quels sont les seuils, et ils sont en fait, plus la courbe bleue elle est proche de la diagonale, plus elle est rectangulaire en fait, mieux c'est. Donc là elle est loin de la diagonale. Donc en fait, c'est qu'il y a une très bonne... on sait très bien dire si un doublon... quand on dit c'est un doublon, on le dit avec beaucoup de certitude. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà, donc pour résumer et conclure là-dessus, on a fait un algo de record linkage qui nous permet aussi de faire de la déduplication. Donc on peut faire les deux avec le même engine, ça c'est intéressant. Et c'est complètement configurable. La partie pré-processing était vraiment la plus compliquée, mais tout ça pour arriver au machine learning. Et pourquoi on l'a fait avec du machine learning et pas autrement? En fait, ces algos-là de record linkage ou de déduplication, ça existe avec des règles statiques. Mais là, vu qu'on va avoir des jeux de données qui sont différents, avec des données parfois d'assurance auto, parfois des données d'assurance habitation, les règles vont changer. Et donc là, l'intérêt avec le machine learning, c'est que on va pouvoir faire varier très facilement ces règles. Ça fait partie du modèle de Random Forest qu'on va générer. Et puis, pour finir, ce qui a fait la clé du succès de ce projet, c'est que si on avait fait une jointure à la main, qu'on avait essayé de trouver très naïvement avec des règles statiques, les doublons, donc qui des comparateurs d'assurance avaient souscrit des contrats d'assurance, en fait on se rendait compte qu'on n'avait que 50%, on arrivait à identifier que 50% des cas.
Donc on en ratait la moitié. Et maintenant, on est plutôt aux alentours de 80-90%. Ce qui est bien parce que du coup, ça établit une relation de confiance entre les différents partenaires, entre les comparateurs d'assurance et puis l'assureur qu'on représente. Voilà, donc plutôt un succès sur ce projet-là. Mais je vous remercie. Une ou deux questions, alors. Question au fond. Ouais. Il te faudra peut-être un micro, par contre, je ne sais pas. Vas-y. Sur les 1000 choisis, les 1000 personnes que vous avez choisies, vous les choisies aléatoirement ou Le sample, donc la question c'est sur les 1000 choisis, est-ce qu'on les a choisis aléatoirement? Donc est-ce que tu veux dire les 1000 parmi les 30 millions? Alors on a quand même fait un filtrage sur les distances, c'est-à-dire que le vecteur de distance, on essaye de prendre 1000 personnes qui ont une distance qui n'est pas trop grande. Parce que si la distance, donc si tous les champs, ils ont quand même des distances assez élevées, on se dit que finalement, c'est peut-être pas un bon potentiel doublon. Donc on a fait un filtrage là-dessus avec un seuil qui est ni trop haut ni trop bas. Et puis après, c'est complètement aléatoire. Il y avait une question juste là, je crois. Merci. Bonsoir. En fait, moi j'ai deux questions. Ouais. La première, c'est combien de features il y avait en entrée? C'est-à-dire, vous arrivez à 45, 100, 200, il y avait combien? Et une autre question, c'est comment est-ce que vous assurez le passage à l'échelle de l'algorithme? Je ne parle pas en taille de données, mais je parle en plus en validation, précision, récolte. Voilà. Donc la première question sur le nombre de features, on en a assez peu finalement par rapport à ce qu'on pourrait faire classiquement, parce qu'on a peu de colonnes en input en fait. Les comparateurs d'assurance, ils sont assez avares en données, donc ils nous donnent des données déjà qui sont parfois un peu tronquées, c'est-à-dire que les dates de naissance, parfois ils vont enlever les jours, des choses comme ça. Et donc il nous reste peut-être une dizaine de colonnes, ce qui veut dire qu'en sortie, en feature, on en a peut-être une trentaine, quoi. Donc c'est pas énorme. Et après le passage à l'échelle, je t'avoue que j'aurais du mal à répondre à cette question parce que je suis plus développeur que data scientist, donc je sèche un peu. S'il y a quelqu'un d'AXA qui veut bien répondre après, ou peut-être pendant la discussion après, ça sera mieux. Ouais, il y a une question là-bas. Lorsque vous avez entraîné votre modèle sur l'échantillon de 1000, après vous avez validé sur les 1000 encore sans les libeller, ou vous avez bien séparé un échantillon de validation ou... On a pris 800 records pour l'entraînement et 200 pour la validation. On a séparé comme ça. Et on n'a pas fait de... Je ne crois pas qu'il y ait une grid search ni de cross-validation qui ait été faite. Enfin, c'est vraiment en training et test, en fait. Ok, d'accord. On n'a pas 3 jeux de données. On n'a pas... Et le test, vous avez gardé que 200 sur les 1000, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Ça, en fait, c'est plus pour tester la validité de l'ensemble. C'est-à-dire que c'est un peu un POC presque prêt à partir en production. Donc ça nous permet de dire que les résultats sont plutôt bons et qu'on peut aller plus loin et qu'on peut travailler avec des jeux de données plus importants en fait. Donc c'est pas qu'on va dire qu'on va valider ce résultat comme étant le résultat final, mais ça nous permet de dire on pourra extrapoler ces résultats-là, qui seront plutôt bons en prod. D'accord. Tu as encore le temps pour une question? Là, il y a une question. Donc, pour la persistance de données, vous avez dit que vous avez utilisé Cassandra ou Parquet. Donc, et surtout pour le stockage des données intermédiaires, des résultats intermédiaires, est-ce que vous le faites ou pas? On a utilisé exclusivement Parquet pour ça. Parquet, c'est pratique parce que c'est du stockage binaire.
qui stocke le schéma avec. C'est très compact aussi. Et c'est supporté nativement par Spark. Donc voilà, ça a tout plein d'intérêt pour nous. Sachant qu'on lit du CSV au début, on n'a pas du tout le schéma qui est associé. Enfin, on est obligé de le rajouter. Donc là, Parquet, c'est bien pour nous. On n'utilise pas Cassandra là-dessus. Et il y avait du Avro avec ou... Non. Parquet sur HDFS, en fait, tout simplement. Voilà. Ok, merci.